J'invite donc Valérie Cabanès à nous rejoindre. Valérie Cabanès, si tu acceptes un tu plus fraternel, je passerai au tu. Tu es juriste en droit international, spécialiste des droits humains, porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth. Tu es également l'auteur de Un nouveau droit pour la Terre et pour en finir avec l'écocide. Nous allons aborder avec toi, disons, une dimension plus anticipatrice, presque science-fictionnelle, je dirais, d'institution de l'avenir, pour essayer de comprendre comment ce qui est en train déjà d'advenir avec la personnalisation juridique des éléments de la nature pourrait changer la manière dont nous nous rapportons aux conflits que vient de mentionner Virginie. Ces conflits, ces lieux de blessure, comment est-ce qu'ils seraient reçus par des institutions qui auraient évolué pour faire de la place et pour faire droit de cité également aux éléments de la nature. Mais j'ai souhaité, je crois avec ton accord, que avant d'entendre chez toi la voix du droit, la voix depuis le droit, tu partages avec nous un texte que tu avais lu, qui est une forme de poème, ou un poème, qui est une autre forme d'écriture. Donc si tu veux bien qu'on commence par entendre cette voix-là. Je suis eau. Je suis atome d'oxygène, atome d'hydrogène. Je suis la source. Je suis l'arbre de vie. Je suis bactéria, archaée, eucaryote. Je suis le glacier. Je suis le lac. Je suis la rivière. Je suis l'océan. Je suis micro-organisme. Je suis tétrapode. Je suis plante. Je suis champignon. Je suis animal. Je suis liquide amniotique. Je suis lymphe. Je suis sang. Je suis corps. Je suis l'eau. Et l'eau est moi. Je suis la vie. Et la vie est moi. Moi, humaine, je ne suis que parce que tu es. Ton flux me traverse et m'irrigue. Il m'hydrate et me nettoie. Ton flux traverse et irrigue l'arbre. Il m'oxygène et m'apaise. Ton flux traverse et irrigue la plante. Elle me nourrit et m'anime. Ton flux traverse et irrigue les paysages. Il me protège et m'émerveille. Je suis eau, je suis arbre, je suis plante, je suis paysage. Je n'existe que par eux. J'ai le droit à la vie. Pourquoi pas eux ? Nous sommes liés, interdépendants, interconnectés. Nous sommes le vivant, nous sommes la nature. J'ai des droits. La nature a des droits. Et devant le juge, je serai ta voix. C'est mon devoir, de ta survie dépend mon toit. Merci infiniment. Nous basculons désormais dans notre difficulté. Nous venons d'entendre en fait des voix qui viennent depuis la nature, depuis ce lieu de l'emmêlement des vies humaines avec les milieux, avec les paysages, avec les formes du monde. Et pourtant, il y a conflit, il y a blessure, on l'a dit, il y a des intérêts humains, parfois aussi des intérêts et surtout économiques, de développement qui font conflit, qui font violence. Je vais rappeler deux événements qui ont eu lieu ici au sein de ce Parlement de Loire. Lors de la deuxième journée, on a abordé avec deux juristes, Leroy et Marguenot,
la dimension donc de la personnalisation juridique des éléments de la nature. Qu'est-ce que ça, comment, quelle forme ça pourrait prendre? Et puis, à un autre moment, lors de la première audition du Parlement de Loire avec le philosophe, notamment le philosophe Bruno Latour, nous avons évoqué des précédents, comme on dit en jurisprudence, des précédents que tu connais très bien, l'histoire du fleuve néo-zélandais, le Whanganui, l'histoire également de l'Atrato en Colombie, le Gange, la Yamuna, même si ça n'a pas été au bout, en Inde. Tu es, toi, Valérie, l'une des principales voix en Europe à mener ce combat. Et tu exerces également une veille sur les différents événements juridiques dans le monde qui pointent vers donc cet horizon métamorphosé, où les entités naturelles seront reconnues comme des acteurs juridiques à part entière de nos systèmes juridiques. Nous, ici, avec la Commission et au nom de la Commission, on aimerait que tu nous aides à nous représenter. Qu'est-ce que ce serait, disons, ce sujet de droit où l'entité Loire aurait la personnalité juridique? Quel type d'acte juridique pourrait-elle, cette Loire, ce système Loire, ce bassin versant également accomplir? Qui agirait en son nom? Et comment organiser sa représentation? Voilà quelques questions très concrètes par lesquelles je voulais commencer, puisque nous avons cheminé longtemps, parfois en travaillant sur des idées relativement conceptuelles, mais là nous en venons à un moment pragmatique, concret, où on aimerait savoir, avec ce que tu sais des autres exemples dans le monde que tu as pu observer, comment ici, présent, dans ce présent-là, ça pourrait s'organiser pour la Loire. Alors déjà, merci de m'avoir invité, parce que je ne vous ai pas dit bonjour. Je crois que c'est quand même important qu'on balaye rapidement les différentes stratégies, les différents exemples qui existent dans le monde. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais ensemble, on va pouvoir peut-être effectivement cerner les éléments à prendre en considération dans la mise en œuvre de cette personnalité juridique. Camille, les exemples que tu as cités sont des exemples issus, d'abord qui sont assez récents, il faut le préciser, que ce soit pour la Whanganui, mais pas seulement, pour le mont Taranaki, pour le parc Te Urewera en Nouvelle-Zélande. C'est des décisions, donc des accords qui ont été passés avec des tribus maoris qui vivent dans ces territoires de façon ancestrale, et la couronne, le Parlement néo-zélandais. Donc c'est passé effectivement par une loi qui reconnaît comme sujet de droit des écosystèmes, mais qui sont des écosystèmes qui ont une histoire particulière, une histoire donc enracinée dans des liens ancestraux entre une tribu autochtone et un milieu. Donc on est dans une configuration assez particulière. En Inde, c'est issu d'une jurisprudence. Mais avant d'aller rechercher justement cette stratégie de la jurisprudence, je voudrais quand même vous rappeler à tous que les droits de la nature, alors étonnamment, ont été reconnus pour la première fois par des communautés aux États-Unis en 2006. Il existe aujourd'hui des dizaines de villes aux États-Unis qui ont le droit de légiférer, ce que nous n'avons pas le droit de faire en France. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule réponse possible, parce qu'on est obligé de composer avec là où on vit, et les traditions juridiques de là où on vit. Mais des dizaines de villes aux États-Unis, depuis 2006, ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale, toujours en faisant le lien avec leurs droits communautaires, c'est-à-dire en tant qu'habitants d'un milieu, habitants d'un territoire. Et ils se servent de cette législation pour bloquer, en particulier, des projets de fracturation hydraulique, des projets de pipeline. Et ils ont été ensuite suivis ces dernières années par des tribus indiennes des États-Unis, mais ce ne sont pas ces tribus indiennes qui ont commencé en premier cette revendication. Les Amérindiens ont compris l'intérêt de faire un pont entre leur vision, je dirais, ontologique et leur droit coutumier qui ne fait pas de distinction entre eux
et la nature, et donc ils ne font pas de distinction non plus entre le respect de leurs droits en tant qu'humains et le respect des droits de la nature, c'était une telle évidence qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin de l'écrire. Donc c'est quelque chose de très récent et aussi en lien avec des conflits face à des projets industriels que dernièrement les Ponca d'Oklahoma, les Yurok, les Ojibwe de la bande de White Earth, les Ho-Chunk, les Navajo ont décidé soit de reconnaître les droits de la nature dans leur constitution tribale en tant que nation souveraine, soit de reconnaître les droits de l'écosystème majeur qui traverse leur territoire et avec qui ils entretiennent des liens particuliers. Par exemple, la rivière Klamath sur le territoire Yurok, qui est à la frontière de l'Oregon et de la Californie, ou par exemple, et ça c'est assez surprenant, chez les Ojibwe, la reconnaissance comme sujet de droit est pour la première fois au monde d'une espèce végétale. Un riz sauvage qui s'appelle le mamounine, qu'ils cultivent, enfin en tout cas qu'ils récoltent. Ils ne le cultivent pas puisqu'il pousse naturellement dans les eaux sauvages des grands lacs, qu'ils récoltent depuis des millénaires. Et ils viennent de reconnaître à cette espèce le droit d'exister, d'évoluer naturellement, de ne pas être pollué, contaminé, de manière aussi à protéger en fait tous ces territoires du passage d'oléoducs. Mais le premier pays qui a reconnu les droits de la nature de manière globale et en plus au sommet de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans la Constitution, c'est l'Équateur. Ça date de 2008. Cela fait 12 ans déjà. Et ce pays a pu donc expérimenter, mettre en application la reconnaissance des droits de la nature qui ont été reconnus de façon globale à la nature. Ensuite, c'est effectivement à chaque fois qu'il y a un procès, alors que l'élément naturel qui est mis en danger va être représenté et donc va devenir sujet de droit avec une personnalité juridique devant le juge. Et l'Équateur a décidé que tout citoyen, tout peuple, toute nation, toute association, et même les ministères, dont le ministère public, pouvaient représenter la voix d'éléments naturels, d'écosystèmes, d'espèces ou de la nature en général. Donc ils ont fait appel à ce qu'on appelle l'actio popularis, c'est-à-dire l'action populaire. Toute personne est mandatée pour pouvoir défendre les droits de la nature au nom de son intérêt à agir pour protéger le vivant en général et donc finalement protéger aussi sa propre existence. Parce que les liens d'interdépendance entre les humains et les non-humains sont totalement établis dans la législation équatorienne. Et ça, c'est pour moi important de le signifier. Et il y a eu des dizaines de procès qui ont été menés et des rivières ont pu gagner. Une rivière, dès 2011, a gagné face à un projet de route. J'écoutais tout à l'heure la déclaration par rapport au projet de route et de pont, enfin de contournement est d'Orléans qui menace la Loire. En Équateur, une rivière, la rivière Vilcabamba, a pu faire stopper un projet de route. En son nom propre, selon sa propre valeur intrinsèque, et non pas au regard d'une législation qui regarderait dans le droit de l'environnement la nécessité de protéger des écosystèmes. Une mangrove a pu gagner de cette manière aussi, face à un projet de pisciculture. Une forêt et les droits des communautés locales ont gagné face à un des projets de mines. En ce moment même se juge le procès de Los Cedros, qui est aussi une forêt, et où il est demandé au Conseil constitutionnel de vraiment s'appuyer sur les articles sur les droits de la nature. L'espèce requin a gagné face à un bateau de pêche chinois. Donc on voit que c'est possible. Parfois ils perdent les éléments de la nature. Donc dans cette histoire de négociation, il ne s'agit pas de faire en sorte que la nature gagne de manière systématique. Il s'agit de mettre en balance, en délibération, des intérêts, d'une part à court terme, peut-être économiques, face à des intérêts à long terme, en suivant cet adage qui est « prenons des décisions
en regardant ses conséquences peut-être sur cette génération, ce que font beaucoup de peuples autochtones quand ils prennent des décisions collectives, et puis placer effectivement le rôle écologique d'un écosystème dans le maintien de la vie en balance avec des profits à court terme ou des intérêts très localisés qui auraient des conséquences pour les générations futures. Donc ça peut passer par la loi, et si c'est par la Constitution, à mon sens, c'est encore mieux. Ou alors, ça peut passer par la reconnaissance d'une personnalité juridique à des écosystèmes emblématiques, et c'est plutôt ce qui est en train de se profiler, par exemple en France, où on a du mal à imaginer que l'État légifère ou accepte de reconnaître les droits de la nature. On l'a bien vu lors de la Convention citoyenne pour le climat, quand les citoyens ont proposé que le préambule de la Constitution soit modifié pour y mettre un défenseur des droits de l'environnement. Ils n'ont même pas dit des droits de la nature, hein. Ils ont dit des droits de l'environnement. Ça a été un tollé général, considérant que ça allait porter atteinte à des principes fondamentaux comme la liberté d'entreprendre ou la propriété privée. Même si on a eu une décision du Conseil constitutionnel, pourtant, le 31 janvier 2019, qui, et c'est un fait rare, a considéré que l'intérêt de protéger la nature pouvait primer de temps en temps sur le droit commercial ou la liberté d'entreprendre. Donc il y a des pistes qui s'ouvrent. Il y a aussi une piste par le biais du préjudice écologique qui reconnaît la valeur intrinsèque des écosystèmes en France. C'est quelque chose de nouveau dans le droit occidental. Et l'autre pendant, l'autre stratégie qui est utilisée à travers le monde, là où il n'y a pas eu des lois, donc je rappelle que des lois ont été votées en Bolivie, dans 3 États mexicains, dans 2 villes au Brésil, dans une ville en Argentine, Bonito, Paudillo, et en Argentine, Santa Fe, qu'une loi reconnaissant les droits de la nature a été votée en Ouganda, en Afrique. C'est effectivement par la voie de la jurisprudence, comme en Inde, où là, des personnes se lèvent pour défendre un écosystème, un milieu de vie, parfois le défendre parce qu'il est, comme le Gange, trop pollué, mais aussi parfois pour défendre son propre droit à un environnement sain. Et ça, c'est souvent des jeunes qui se lèvent pour le demander. Et c'est le courage des juges, la vision des juges qui peut tout d'un coup transformer le droit dans ces pays-là, parce que ces juges, tout d'un coup, décident de donner une personnalité juridique à des écosystèmes. Alors, je ne vais pas vous les raconter tous parce que j'en aurai pour 1 heure, mais je vais vous raconter un cas pour moi qui est important, c'est le cas colombien. Il y a deux jugements passionnants en Colombie qui ont été menés. Le premier, donc, en 2016, où la Cour colombienne, la Cour constitutionnelle, a reconnu les droits du fleuve Atrato, dans la région du Chocó, un fleuve qui fait 700 km de long, qui était menacé par l'orpaillage illégal, par le mercure, par le cyanure, qui aussi, bien évidemment, empoisonnait les communautés riveraines. Et la Cour constitutionnelle a décidé donc de donner une personnalité juridique au fleuve Atrato, mais ils ont associé à cela la reconnaissance de droits bioculturels pour les habitants du fleuve, les riverains du fleuve, et ils ont nommé les 14 communautés vivant le long du fleuve gardiens du fleuve. Et en reconnaissant ces droits bioculturels, ils ont posé véritablement un principe d'interdépendance qui va au-delà de je dirais, des simples liens de survie, mais aussi des liens spirituels, des liens métaphysiques, des liens culturels, des liens ancestraux qu'entretiennent ces populations avec le territoire dans lequel ils habitent. Et puis le deuxième jugement, celui-ci, qui est récent, qui date de 2018, où 25 jeunes ont saisi la Cour suprême colombienne face à la déforestation galopante qui avait été constatée l'année précédente en Amazonie, à plus 46%, comme on le constate partout en Amazonie en ce moment, qui est à cheval sur 7 pays, en disant, mais en fait, nous, en tant que jeunes, notre droit à un environnement sain est menacé, et cette déforestation va contribuer à accélérer le changement climatique. Et les juges de la Cour suprême ont reconnu d'une part à ces jeunes la nécessité de respecter leur droit à un environnement sain en tant que génération présente,
mais aussi en tant que génération future. De la même manière que la nature n'est pas sujet de droit dans le droit occidental, les générations futures qui ne sont pas encore nées ne le sont pas non plus. Ce qui fait que si un jour on découvre que dans la Loire, la contamination au plutonium en 69, en 80, puis maintenant au tritium, a des conséquences sur la santé des générations à naître plus tard, ces enfants-là ne pourront pas porter plainte parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui reconnus sujets de droit. Pas plus que les enfants vietnamiens qui naissent avec des malformations au Vietnam peuvent aujourd'hui demander justice pour l'usage de l'agent orange par l'armée américaine au Vietnam après avoir défolié les forêts vietnamiennes et du sud Cambodge et du sud Laos. Pas plus que les enfants qui vont naître ou les personnes qui vont mourir de cancer dans 30 ou 40 ans après la contamination au chlordécone des sols des Antilles qui va avoir une rémanence de 700 ans dans les sols et dans les eaux suite à une décision coloniale de l'État français qui a accepté l'utilisation d'une molécule qui était interdite à l'échelle internationale, interdite sur notre territoire en métropole et qui a été tolérée pour des raisons économiques et donc qui ont sacrifié des populations, toutes les populations à venir. Donc je vous explique un petit peu ces différentes stratégies parce que, j'en reviens à la Colombie, la Cour suprême a décidé qu'on ne pouvait plus, face à la catastrophe écologique, la catastrophe climatique en cours, l'impact terrible qu'il y a sur tous les écosystèmes de la Terre, on ne pouvait plus se contenter aujourd'hui d'attendre que les catastrophes arrivent pour agir. On ne pouvait plus se contenter de faire des procès après coup, comme en France, ou qui a permis par exemple la reconnaissance du préjudice écologique et qui peut demander une réparation pour soi-disant restaurer un écosystème abîmé. Vous savez bien qu'il est extrêmement compliqué de restaurer des écosystèmes abîmés, et comment fait-on quand ils sont abîmés pour 700 ans? Et donc elle a donné une personnalité juridique à l'Amazonie colombienne en disant ça va permettre à l'Amazonie, la forêt, par voie de représentation, de pouvoir défendre son droit à exister, à être protégé, à être régénéré, à être réparé, et donc de pouvoir confronter ce droit-là à ce qui se passe en ce moment, et de pouvoir donc sommer l'État, et c'est ce qu'a fait la Cour suprême, de mettre en place un plan d'action de lutte. Donc, reconnaître les droits de la nature ou la personnalité juridique d'écosystème a une visée fortement préventive, et en même temps nous oblige effectivement à repenser notre rapport à cet écosystème sur le temps long et dans nos liens d'interdépendance. Et pour ce qui concerne la Loire, il faut être pragmatique. Là où on en est dans le droit français, il faudrait déjà que la Loire soit reconnue comme un tout indivisible, entité vivante, tout indivisible. Pourquoi? Parce que dans le droit français à l'heure actuelle, chaque territoire que la Loire traverse, finalement chaque collectivité, chaque agglomération a une forme de souveraineté sur le bout de Loire qui passe devant chez lui. De la même manière que chaque personne qui vit au bord d'une rivière est propriétaire de la moitié de la rivière jusqu'à son milieu par rapport à son acte de propriété au niveau terrestre. Je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes propriétaire de la moitié de l'espace aquatique qu'il y a dans le prolongement de votre terrain. Et à partir de là, on voit bien que notre rapport à cet écosystème, il est, comme il l'est avec tout le reste de la nature, complètement morcelé. Et dans une relation de propriétaire et d'usager. Donc il faudrait déjà reconnaître la Loire comme un tout indivisible et obtenir pour la Loire une loi qui la reconnaisse comme un tout, comme on a une loi Rhône qui date de 1933 et qui permet en France de reconnaître le Rhône comme un tout et qui oblige à une gestion concertée de tous les acteurs qui peuvent avoir un impact sur le fleuve, qui au moins mettent cela en place. Et à partir de là, on peut revendiquer une personnalité juridique. Entendu.
on reviendra sur certains points, mais je voudrais, pour avancer, parce que je dois passer aussi la parole à Pascal Furen, qui prolongera aussi ces questions, te poser, si tu veux bien, deux questions, et si tu peux essayer de les travailler comme des formes de questions appelant peut-être des réponses courtes, pour qu'ensuite on puisse reprendre sur le fond avec Pascal. Il y a une question courte, d'une certaine façon, pour nous, à anticiper, qui concerne la conséquence, disons, presque financière de cette personnalisation juridique des éléments de la nature. Dans la deuxième audition, deux juristes, Leroy Marguenot toujours, disaient « Si on reconnaît une personnalité juridique d'une entité de la nature, on va lui assortir un patrimoine. Donc on va lui affecter un patrimoine. » Vient très vite avec la notion de patrimoine, ça peut être un patrimoine culturel, un patrimoine génétique, un patrimoine naturel, etc. Cette notion de patrimoine étant très vaste, mais il y a une conséquence très pragmatique lorsque, par exemple, cette entité naturelle obtient des dommages et intérêts. Sur quel compte en banque ça va? Est-ce que ça va donc sur le compte en banque de la collectivité territoriale, de l'État, de celui qui a la charge de gérer le bien commun, ou est-ce que tout d'un coup, ça focalise et ça va dans la poche, en quelque sorte, du sujet de la nature ou devenu sujet de droit. Donc il y avait cette interrogation de politique fiction. Et la deuxième question très courte qui en découle, c'est est-ce que si on bascule nos systèmes de droit modernes vers ce qui est en train de se dessiner dans d'autres régions du monde, comment est-ce que tu saisis cette notion qui est mise en avant par certains juristes aujourd'hui d'animisme juridique? Alors, je n'ai pas connaissance, dans tous les cas que je vous ai cités, de comptes en banque qui auraient été créés selon le nom, enfin, en tout cas, c'est pas selon le nom, mais en tout cas, qui appartiendraient, par exemple, à la Trato ou qui appartiendraient à la Whanganui. Ce qui s'est passé à chaque fois, et c'est pour ça que c'est important de regarder ces cas-là, parce que ça peut nous inspirer, de la même manière, d'ailleurs, que quand il y a eu reconnaissance d'un préjudice écologique pur pour l'Erika, ou pour le cas de la Loire, dernièrement avec la catastrophe de Donge, il y a effectivement une amende, par exemple, qui est donnée pour restaurer l'écosystème au nom de sa valeur intrinsèque, dans une vision non utilitariste, mais ce sont des fonds de dotation. Et pour ce qui est, par exemple, des gardiens de la Trato ou des gardiens de la Whanganui, ce sont des fonds qui sont gérés par les communautés locales, dans le cadre de leurs droits bioculturels. Donc, en fait, c'est un fonds de gestion qui est géré par les Maoris ou qui est géré par les communautés locales et qui, parfois, peut être même co-géré avec l'État. Donc, il n'y a pas eu de personnification du compte. Mais en revanche, ça pourrait ressembler beaucoup plus à des fonds de dotation comme on a en France, qui s'appellent des fonds sans personnalité juridique, des FSPJ, qui sont utilisés justement pour créer des fonds de dotation pour restaurer, pour la protection de la nature. Alors j'entends bien que de toute façon, de la même manière que face au juge, les éléments de la nature doivent être représentés par une voix humaine, ou des voix humaines, si on considère que, dans le cas d'un parlement, par exemple, qui est l'étape avant le procès, qui permettrait d'avoir une éco-démocratie, on sera bien obligé de faire délibérer et des habitants du territoire, dans leur lien intrinsèque avec ce territoire, et des scientifiques pour amener l'aspect écologique, de défense du rôle écologique d'un écosystème, et peut-être effectivement des historiens par rapport à un patrimoine culturel, ou des archéologues ou des anthropologues. On va avoir de voies multiples, mais il va bien falloir à un moment donné que ce fonds de dotation, on détermine qui en sera le gardien et le bon gestionnaire. Voilà. Et sur cette notion d'animisme juridique ? Alors moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je crois que si on va chercher tout au fond de nous, on est tous animistes. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle l'animisme. Si on parle de l'animisme dans le sens de l'anima, c'est-à-dire que chaque élément de la nature, comme je l'expliquais dans mon poème, est en même temps la nature dans son ensemble, si à la façon
dont Rumi, on parle de la nature ou de la création ou du cosmos selon nos traditions juridiques, on considère que nous ne sommes pas des gouttes d'eau dans un océan, mais nous sommes l'océan tout entier dans une goutte d'eau, alors on est animiste au sens anthropologique du terme si on reconnaît, et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui qui fait débat au sein du mouvement pour les droits de la nature, si on reconnaît que quand on parle des éléments de la nature, on ne parle pas que du vivant, on parle de tout. C'est-à-dire qu'on parle aussi du carbone, on parle aussi des roches, on parle aussi des étoiles, des astres, on parle de l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose que c'est vrai que je défends, toujours dans une perspective quasi scientifique, en fait, qui est de dire on a besoin de toutes les briques du vivant pour que le vivant perdure. Et donc, si on devait donner une personnalité juridique, il faudrait la donner à tous les grands communs naturels, à tous les cycles biogéochimiques, aux pôles, aux océans, à l'atmosphère, et puis après, à chaque espèce animale, à chaque espèce végétale, dans le rôle qu'il a à jouer pour maintenir le vivant. Donc moi, l'animisme juridique, il est effectivement simplement de reconnaître que tout est nécessaire, même l'humain, et ça en fait frémir quelques-uns de temps en temps, surtout dans le milieu de ce qu'on appelle de la conservation de la nature, de wilderness, qui est de dire qu'il faut séparer l'humain de la nature pour réensauvager le monde. Non, c'est à nous de redevenir sauvages. C'est à nous de nous réensauvager pour réintégrer la nature dont on fait partie et qu'on a oublié en chemin. On a un rôle à jouer. Je me demande aujourd'hui lequel, mais je pense que cet après-midi-là nous permet justement peut-être de réintégrer le bon rôle à jouer sur cette terre, qui est un rôle de gardien, et en même temps d'être cette nature qui se regarde elle-même. C'est quand même extraordinaire, cette faculté que l'on a de se regarder soi et de regarder ce qu'il y a autour de soi au regard de soi-même. On est la nature qui se regarde elle-même, hein, et donc à nous de faire que cet émerveillement puisse perdurer. Donc oui, je revendique l'animisme juridique dans ce sens-là. Merci, merci beaucoup. Ça va nous aider pour la suite de nos travaux. Je passe la parole à Pascal Ferren de la commission qui va poursuivre ce chemin-là. Voilà. Oui, merci. Au nom de la commission également, je poursuis à vous interroger sur cet élément-là. Effectivement, on a auditionné la dernière fois Catherine Larère, donc qui nous a plutôt parlé de cette tradition effectivement de l'éthique environnementale, qui est une toute autre posture par rapport à celle que vous nous tracez ici. Et donc je vais plutôt partir d'une crainte qu'on partage un petit peu et qui nous traverse parfois. C'est de se dire, est-ce que finalement tous ces éléments juridiques que vous nous présentez, avec l'appareillage administratif qu'on imagine se déployer, ne risquent pas d'étouffer un nouveau rapport sensible au vivant qu'on sent se dégager? Est-ce qu'il y a là un potentiel risque? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le partagez? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, effectivement, ça va dépendre ce qu'on va en faire. Ça, je suis assez d'accord. Mais je voudrais quand même partir, pour moi, d'un premier postulat, qui est que le droit en soi est déjà une fiction. C'est une fiction, c'est des règles qu'on définit pour soi-même, et le droit est le reflet donc, de nos valeurs à un moment donné, de notre niveau de conscience sur un sujet à un moment donné. Vous auriez demandé il y a 300 ans l'abolition de l'esclavage. C'est terrible à dire, mais la société n'était pas prête à cela. Et donc le droit a vocation à évoluer tout le temps, en fonction de là où nous en sommes par rapport à là où nous nous plaçons dans le monde, et les uns vis-à-vis des autres. Donc, moi je considère que c'est à nous, dans la manière dont justement on en parle, dans la manière dont on porte ce projet de société,
C'est à nous d'amener les idées et les règles que l'on veut voir être reconnues dans les rapports que nous allons avoir, humains et non humains ensemble, au sein d'un droit qui reconnaisse aussi les droits de la nature. Après, si on remet, et on aura forcément du tâtonnement, si on essaye de faire emboîter deux visions du monde et de faire qu'elles essayent de tenir ensemble, c'est-à-dire une vision hors sol, anthropocentrée, prédatrice, utilisatrice et déconnectée donc de ce rapport, je dirais, viscéral avec la nature, et qu'on essaye de le faire cohabiter avec la reconnaissance de la personnalité juridique de la nature, ça va être extrêmement compliqué. Ça, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je continue à prôner pour que les droits de la nature soient en même temps une révolution systémique, et donc du système, une révolution juridique. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans la Constitution, parce que s'ils sont inscrits dans la Constitution, alors c'est tout le système de société dans lequel nous sommes qui doit s'accorder à ce nouveau paramètre. C'est de considérer, c'est le fait de basculer l'échelle des normes dans laquelle nous sommes aujourd'hui en disant, nous prenons conscience que nos droits fondamentaux, en particulier les nôtres, mais aussi ceux de nos enfants et de nos petits-enfants, ne seront plus garantis si nous continuons dans ce modèle de société colonialiste, expansionniste, prédateur, capitaliste. Et donc nous reconnaissons les droits de la nature parce que c'est en les reconnaissant que nous protégerons nos droits fondamentaux humains, à l'eau, à l'air, à l'habitat, à la santé, à l'alimentation. Et le droit commercial, qui est aujourd'hui à l'air de primer sur tout le reste, doit s'assujettir aux deux autres niveaux de droit. Donc c'est un changement total de société. Si on ne reconnaît la personnalité juridique que de quelques écosystèmes, par exemple en France, tout en gardant toute l'architecture actuelle, politique et juridique, ça sera sans doute très compliqué, à moins effectivement de mouvements, comme on a entendu tout à l'heure, de territoires qui tout d'un coup s'autoproclament sécessionnistes, quoi. Et c'est en train de se passer d'ailleurs, sur le plan juridique, je parle. Je voudrais vous rappeler quand même que les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, qui sont donc un territoire français, sous souveraineté française, et qui ont pu demander une autonomie pour écrire leurs propres droits de l'environnement, ont écrit un code de l'environnement depuis 2016, où ils ont reconnu la personnalité juridique des éléments de la nature, où ils sont allés assez loin, puisqu'ils ont même reconnu la personnalité juridique de totem, donc on parlait d'animisme juridique, et puis ont reconnu le principe d'interdépendance comme la colonne vertébrale de leur droit coutumier, et qui est devenu du droit positif, puisqu'aujourd'hui c'est un code de l'environnement qui va à un moment donné rentrer dans le code civil français. Et l'Assemblée territoriale de Corse est en train d'amorcer une même démarche de reconnaissance des droits de la nature sur son territoire. Et d'autres collectivités, je ne peux pas toutes les citer, mais voilà, il y a Paris-Saclay, il y a en Guyane, des territoires qui sont en train de, pour le coup, de dire, si on ne peut pas le faire par la voie du droit, c'est-à-dire dans le sens juridique du terme, on va le faire par le biais au moins du symbolique, en signant des chartes de droit de la nature, et où on s'impose, nous, sur nos territoires, le respect de ces droits. Et la délibération à travers de parlements territoriaux, où les non-humains auraient droit au chapitre aussi. Ça, c'est une voie intéressante et intermédiaire. Donc pour prolonger un petit peu ça, et pour être sûr qu'on entend bien ce que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à ce que cette reconnaissance des droits de la nature soit intégrée au plus haut de l'échelle des normes. Alors, si tu pouvais un petit peu nous préciser cet élément-là, et puis qu'est-ce que ça change, en quelque sorte, que ce soit plus haut ou plus bas. Et une deuxième question un petit peu connexe, c'est tu défends aussi, tu défends aussi beaucoup l'idée d'écocide dans tes travaux. Est-ce que c'est aussi à cet endroit-là qu'elle se situe? C'est-à-dire que ça permet de la placer à un autre endroit du droit que celui d'un élément particulier de la nature?
Voilà, c'est 2 questions. Donc, reconnaître les droits de la nature au haut de l'échelle des normes, ce n'est pas opposer les droits humains et les droits de la nature. Hein. C'est, une fois de plus, si je pouvais faire un dessin sur un tableau, c'est là où on voit à quel point on est quand même hyper formaté. C'est-à-dire qu'on regarde les choses comme des colonnes, des tableaux avec des colonnes, c'est là, là ou alors on les regarde de manière pyramidale en disant c'est ici, ici, ici. Et c'est vrai que même cette terminologie échelle des normes peut induire en erreur. Pour moi, c'est quelque chose de concentrique. C'est-à-dire que on reconnaît enfin qu'on est élément de la nature et que donc on ne peut pas exister sans préserver nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant. À partir de là, on reconnaît effectivement le droit de chaque écosystème, chaque espèce vivante de défendre son droit à exister, à évoluer, à se régénérer. Et au final, c'est ce que propose Thomas Berry dans son livre The Great Work, c'est de dire chaque espèce a des droits qui lui sont spécifiques. Des poissons ont des droits de poissons, les humains ont des droits d'humains, d'accord ? Or, ce qui est important derrière tout ça, c'est que chacun puisse jouer son rôle écologique et avoir en ligne de mire le maintien de la vie. Donc ça voudrait dire que nos sociétés, en reconnaissant les droits de la nature, reconnaissent implicitement qu'elles se construisent et elles construisent leurs règles du vivre ensemble dans un objectif commun qui n'est pas que la sécurité humaine, qui est avant tout le maintien de la vie. Et qui reconnaît en même temps que la sécurité humaine ne peut pas être assurée sans le maintien de la vie. Ça paraît fou quand je le dis, parce que c'est une évidence, mais le droit ne le reconnaît pas. Et à partir de là, on a de façon concentrique le respect des droits humains, et puis ensuite le respect des droits des entreprises, etc., qui ne sont qu'une émanation d'une des espèces du vivant, qui est l'humain. Pour l'écocide, c'est la même démarche. L'écocide vise à reconnaître comme criminels les atteintes les plus graves faites à des grands équilibres écologiques de la Terre, des communs naturels, donc grand équilibre écologique en lien avec le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la modification d'usage des sols que l'on a fait subir en déforestant à tout va, tout ce que l'on met comme polluant, comme intrant qui perturbe les cycles biogéochimiques de la Terre et de l'eau, et qui dit, aujourd'hui, il y a des activités humaines qui ne peuvent plus être tolérées puisque cela fait peser une menace sur les grands équilibres écologiques de la vie. Le terme d'écocide fait référence à la maison commune, une maison commune en train d'être détruite. Et donc, en criminalisant, en rendant interdites ces atteintes les plus graves, par le biais de l'interdiction des activités industrielles en particulier qui les provoquent, on reconnaîtrait aussi en droit nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant en disant détruire des milieux naturels de cette ampleur, c'est aussi grave qu'un crime contre l'humanité, c'est aussi grave qu'un crime de génocide, puisque, voire même, c'est plus grave. Dominique Bourg disait le crime d'écocide, c'est le crime premier, puisque cet impact va avoir un impact sur l'humanité tout entière et de manière générale sur la vie à long terme, sur ce qu'on appelle la sûreté de la planète. Les crimes internationaux les plus graves sont nommés des crimes contre la paix et la sécurité humaine. Là, on parle d'un crime contre la sûreté de la planète qui devient une menace à la paix, parce que si l'on ne gère pas correctement, effectivement, la manière dont on use de l'eau, par exemple, si l'on ne freine pas le changement climatique et si on aggrave la 6e extinction de masse, il est évident qu'à un moment donné, des conflits vont surgir en lien avec cela. Donc c'est une menace à la paix, c'est une menace à la sécurité humaine, parce que quand il y aura 2 milliards de personnes qui seront sur les routes, comme François Gémen l'explique, en 2080, on va les mettre où ? Je ne compte pas toutes les personnes qui sont déjà là, en ce moment où je vous parle, en train de mourir de famine, et tous les territoires qui sont en train d'être submergés par la montée des eaux. Donc c'est une menace à la sécurité humaine.
et une trajectoire à plus 4, voire plus 7 degrés, c'est la géographie du monde entière qui se recompose, et c'est une partie de la population humaine qui disparaît. Et au-delà, c'est un affront que nous faisons à la vie, parce que nous sommes quand même la seule espèce sur 3,7 milliards d'années qui aura réussi à provoquer une extinction de masse, la 6e, puis il y en a déjà eu 5. Valérie, donc là, nous sommes déjà presque 1 heure ensemble. Moi, avec Pascal, on s'est concerté. J'aimerais te poser une dernière question au nom d'une ligne qui traverse aussi nos commissions, et j'espère qu'elle traverse également celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais essayer de l'expliciter. À t'entendre, il y a cet objectif qui, je pense, sera partagé, de produire un ordre juridique à venir, métamorphosé, transformé, qui soit plus en accord avec les logiques du vivant, qui assure une habitabilité terrestre de long terme, à la plus petite échelle du territoire jusqu'à la plus globale. Donc on parle de ce que tu nommes également les limites planétaires. Et ça, c'est cet ordre juridique porté par cet idéal d'harmonie, de retrouver justement cet emmêlement, entrelacement de la vie humaine et des non-humains. Et il me semble, une autre dimension qui est en conflit, c'est la dimension juridique, presque de combat, en fait, du droit. C'est-à-dire que les circonstances dans lesquelles on a à essayer d'imaginer cet ordre harmonieux sont extrêmement, au contraire, violentes, avec des forces noires très fortes, des intérêts juridiques et des intérêts économiques très violents, souvent adossés à des systèmes de droit. Et j'ai le sentiment que lorsque l'on cherche à réfléchir à des institutions à venir, on se dit, nous, ce que nous voulons, c'est peut-être accueillir les non-humains, mais pour permettre que les conflits qui sont logiquement laissés à l'écart de nos enceintes humaines, c'est-à-dire la nature comme étant la marge aléatoire, rentrent dans les parlements. C'est-à-dire que on le fait presque pour qu'il y ait plus de combats, qu'il y ait plus de lutte. Et j'aimerais t'entendre sur cette dimension d'un ordre juridique qui assure une harmonie qui est, on le sait tous ici, utopique, parce que les forces noires des intérêts humains et des prédations et des extractivismes, etc., sont encore toujours à l'œuvre. Donc ce conflit-là, en fait, est-ce que l'on fait ces métamorphoses juridiques pour permettre à des éléments de la nature de se défendre, et donc en ce cas-là de nous défendre, nous qui dépendons de ces vies non humaines, pour faire frein à des intérêts humains extrêmement prédateurs, donc pour permettre plus de conflits, plus de bagarres, plus de conflits juridiques dans les tribunaux, ou est-ce que l'on garde le cap uniquement sur cet horizon d'harmonie, au risque de passer en fait à côté de ce qui se joue violemment dans le monde. Et c'est à cet endroit-là, j'ai le sentiment aussi que tu es dans le combat parfois, avec un désir d'un ordre juridique harmonieux, métamorphosé, mais en même temps face à des combats qui sont là et qui sont extrêmement violents. Alors tout dépend de ce qu'on appelle le combat. Pour moi, le droit est un rempart contre la violence. Le droit est là justement pour permettre la négociation, la médiation et l'expression de toutes les parties. Et effectivement, au final, il y a un juge qui prend une décision, qui n'est pas toujours... c'est un humain comme les autres, hein, qui n'est pas toujours juste. Mais en tout cas, on se donne une chance de pouvoir délibérer. Et l'expérience du Parlement de Loire est l'étape, comme je le disais, avant le juge, mais qui permet justement d'être un espace de résolution de conflits, et donc de médiation et de négociation. Et c'est extrêmement important. En revanche, je ne crois pas que... pour avoir étudié une centaine de luttes autochtones, par exemple, en lien avec la destruction de leur territoire ou la perte de leurs droits souverains, et si vous regardez d'autres conflits dans le monde, de révolutions, même humaines, dans le monde, ça va vous paraître étrange, mais statistiquement, j'ai trouvé beaucoup plus de résultats tangibles et qui tiennent dans le temps face à des luttes pacifiques. Les grandes révolutions pacifiques ont été celles qui ont obtenu les résultats les plus probants. Les grandes négociations qu'il y a eu entre des peuples autochtones et des puissances coloniales, et qui ne sont pas passées, enfin en tout cas, tant qu'elle a été dans la lutte armée, elle s'est faite dans le sang et la douleur, et c'est vraiment après dans la négociation
qu'ont été trouvés des chemins d'entente qui ont tenu. Bon, alors vous trouvez peut-être très utopiste, mais c'est vraiment un sujet que j'ai étudié. Donc, si j'ai choisi la voie du droit plutôt que la voie des armes quand j'étais plus jeune et qu'on me proposait de partir, je travaillais en Afghanistan et qu'on me disait « viens dans le Chiapas, t'es une bonne guerrière », je dis « ah, mais je serai une guerrière des mots, je ne serai jamais une guerrière des armes ». Et d'autant plus que ce qui nous conduit aujourd'hui à la destruction de la Terre et du vivant, c'est vraiment un mode de civilisation d'une violence extrême. Et je ne crois pas qu'on puisse combattre la violence par la violence. Je n'y crois pas du tout. Donc, pour moi, le droit n'est pas un lieu de combat, c'est pas un combat juridique, c'est un lieu de délibération, de négociation, de médiation. Et en même temps, c'est un lieu où, à la base, on accepte de fonctionner selon des règles du jeu auxquelles on accepte d'adhérer et que quelqu'un, finalement, signe la fin de partie, siffle la fin de partie. Si on y mettait en plus les éléments de la nature, ça rendrait sans doute les choses encore plus complexes, mais des sujets de droit, là aussi, comme l'évolution du droit, il y en a eu de nouveaux tout au long de l'histoire du droit, et on a composé avec. Voilà, donc je crois qu'il faut... vous savez, c'est comme quand on construit un projet. Quand on construit un projet, on pense à l'objectif final, et ensuite on se fixe des objectifs spécifiques. Et dans n'importe quel type de délibération ou de parlement pour un écosystème comme la Loire, il faut savoir quel est l'objectif final. Est-ce que c'est de savoir si c'est la nature qui gagne ou si c'est les humains qui gagnent, si c'est les non-humains qui gagnent ou si c'est les humains qui gagnent, si c'est les industriels qui gagnent ou si c'est les communautés locales qui gagnent? Est-ce que c'est ça votre objectif final? Quel est votre cap? Si votre objectif final, c'est de réapprendre à vivre ensemble, alors vous allez vous retrouver avec des forces extrêmement puissantes, non humaines, accompagnées d'humains, qui vont peser dans la balance face à des intérêts industriels. Et sachez quand même qu'il s'amorce aussi un changement de ce côté-là. C'est-à-dire que les vieux dinosaures, les vieilles multinationales qui ne veulent pas changer leur fusil d'épaule, si je puis dire, ou baisser leur fusil au sol, ne commencent à ne même plus être accompagnés par les investisseurs. Il y a de plus en plus d'économistes autour de moi ou de conseillers financiers d'État ou de grandes multinationales qui m'expliquent qu'on ne pourra pas faire autrement que d'aller vers ce sur quoi on est en train de travailler tous ensemble là maintenant. C'est une obligation. La question, c'est est-ce qu'on ira assez vite ou pas? Et je pense que si on va au clash frontal, violent, on va nourrir la bête, si je puis dire, en face de nous, qui va à ce moment-là devenir de plus en plus violente, et on va aller nulle part et on va tous s'autodétruire ensemble. Mais si on arrive tout doucement à faire que cette vague de fond, cette conscience collective, comme on est en train de le faire ici, comme on le fait à travers l'appel du Rhône, à travers l'appel pour le fleuve Lescaut, à travers la Durance, à travers le Tavignano, à travers la Corse, etc., si on arrive à montrer que tous ensemble, en étant visibles ensemble, il y a une aspiration collective, alors on est vraiment capable de devenir un tsunami et de créer une révolution. Kamel Daoud disait l'autre jour que lui-même ne croyait pas en Algérie possible de détricoter tout un système aussi bien établi, aussi bien structuré, tenu par les mêmes pouvoirs et les mêmes puissances depuis des décennies et des décennies, et qu'il a été incroyablement surpris par ce qu'il a appelé ça un tsunami populaire, pacifique, qui a réussi à renverser le système. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire, tranquillement mais sûrement. Et qui passe quand même par des formes de désobéissance. Bien sûr. Oui. La désobéissance civile ne veut pas dire être violent. Oui, mais quand j'entends des combats, mais il faut qu'on clôture, mais quand je disais combat, c'était combat aussi juridique, bien sûr. Oui. Et lorsque l'on imagine, par exemple, les formes de ces institutions à venir, si demain on dit le cap, c'est de rendre tous les rangées arrière des assemblées locales, européennes, régionales, de les donner à des représentants des milieux et des écosystèmes, si, disons, un tiers, voire la moitié de nos assemblées est donnée à ces représentations des milieux et des écosystèmes,
un tel plan institutionnel, je pense, ne sera pas accepté sans ce fameux tsunami populaire qui demande. Il faut un tsunami populaire, et il faut, quand on le sent, quand on se sent capable de le faire, ou qu'on sent qu'il y a une ouverture, aller chercher le courage des juges. Quand je vois le détournement à Bénac, en Dordogne où je vis, qui a été une procédure ultra longue, très similaire à ce qui se passe à Orléans, et que le tribunal a fini par dire, bah si, on protège le cadre, on protège la rivière, et entre-temps, ils avaient commencé à construire le pont, et là, ils sont obligés de déconstruire le pont et déconstruire la route. Donc de temps en temps, on y arrive. Jusqu'à ce qu'un jour, un juge, comme en Colombie, comme en Inde, décide, parce qu'il ne trouve plus d'autres solutions pour être efficace, parce qu'il a une conscience acérée de la situation, décide de reconnaître la personnalité juridique de la Loire. Mais pour qu'il le décide sous forme d'une jurisprudence, comme ça s'est fait avec le préjudice écologique pour la catastrophe de l'Erika, alors il faut aller le chercher, ce courage. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez le courage d'aller saisir une justice. Mais renseignez-vous quand même sur qui est en face au niveau de la juridiction et choisissez la bonne. Merci infiniment Valérie pour ta parole si précieuse. Merci pour ta présence. Merci beaucoup. Et surtout, bravo à vous, parce que vous avez initié quelque chose de beaucoup plus important que vous ne le croyez.